Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, effectuer un bref rappel parce que certains parmi vous s'absentaient en l'exposé de la semaine dernière. C'est pourquoi je vais effectuer un bref rappel sur le cours précédent. Alors, je vais vous présenter le plan de cours, le contrat pédagogique. Alors, je vous ai dit que c'est un cours qui est extrêmement important pour les étudiants en deuxième année. C'est le prolongement du droit constitutionnel 1. Donc, nous allons mettre en phase sur les différentes constitutions haïtiennes de 1801 jusqu'à 1987 à Vendée. Donc, nous allons mettre l'accent sur les grandes périodes constitutionnelles haïtiennes parce que l'État haïtien a connu une histoire constitutionnelle extrêmement riche. La semaine dernière, je vous ai parlé du contexte de naissance du constitutionnalisme moderne en Haïti. Et nous avons dit que pour comprendre le contexte de naissance du constitutionnalisme moderne en Haïti, il faut questionner l'origine de l'État-nation. L'État-nation est né en 1804, mais par contre, l'État-nation est le produit des rapports des forces historiques. L'État haïtien n'est pas spontané. Donc l'État haïtien prend naissance en vertu d'un ensemble de contradictions. Et pour comprendre ces contradictions, il faut questionner. Il faut questionner l'inégalité sociale qui existait et qui exista à Saint-Domingue durant la période de 1789. En 1789, alors je me suis dit, avant 1789, il existe un ensemble de contradictions qui bouleversent la colonie de Saint-Domingue. Et pour comprendre ces contradictions, il faut questionner la hiérarchie sociale de Saint-Domingue. Parce que il existe une inégalité sociale flagrante de la mesure où il y a une classe dominante qui se trouve au sommet de la hiérarchie sociale. C'était la classe des planteurs blancs qui se trouvait au sommet de la hiérarchie. Il existe la classe affranchie qui se trouve au registre régulier, mais la classe des esclaves se trouve au bas de l'échelle sociale. Donc, de ce fait, il existe un ensemble de contradictions dans le système socio-économique. C'est nos mémoires. Et je vous ai parlé, il existe des contradictions principales et des contradictions secondaires. Je vous ai dit que les contradictions principales sont les contradictions opposant la colonie et la métropole, les contradictions opposant la classe des planteurs blancs et la classe des esclaves. Mais par contre, il y a d'autres contradictions secondaires qu'il faut essayer de comprendre dans le cadre du système de compartimentage social à Saint-Domingue. Mais je vous ai dit que la classe des esclaves est une classe marginalisée. Il y a une sorte de contradiction entre cette classe sociale. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il existe des contradictions dans la contradiction. Mais je vous ai parlé
il y a des mouvements des planteurs blancs, des mouvements des pompons rouges. C'était un mouvement qui a été entrepris par les planteurs blancs pour pouvoir rechercher ce qu'on appelle l'autonomie de la colonie. C'est parce qu'il existe une contradiction opposant la métropole et les planteurs blancs en ce qui a trait au mode d'organisation et la structure socio-économico-politique de la colonie des Indonésiens. Donc, le mouvement des planteurs blancs ont été échoués et plus tard les affranchis vont entreprendre un ensemble de mouvements revendicatifs. Et le mouvement des affranchis, ça a connu un échec puissant dans la colonie de Saint-Domingue. Mais le mouvement des esclaves, qui est un mouvement revendicatif, celui-ci a été entrepris par les esclaves, un groupe marginalisé, un groupe qu'on appelle grief, un groupe qu'on appelle grief généralisé. Mais par contre, les esclaves existaient en grand nombre. Or, ici, ils ont été marginalisés. Et de ce fait, il va y avoir une révolution qui allait être éclatée à ce domaine, et cette révolution va accoucher l'État-nation. Mais par contre, la révolution haïtienne de Saint-Domingue, c'est une révolution qu'il faut essayer de comprendre en ce qui a trait à un processus. C'est tout un processus. Et le François Malinga, on relate que pour comprendre la révolution haïtienne, il faut considérer faire 5 grandes étapes, les 5 grandes phases de la révolution haïtienne. La première phase, le François Malinga parle de la thèse Abel. C'est parler des stages. Une jeune femme qui se fait marron, à chaque fois, elle est marron, on arrive à la captiver, on coupe une partie de son corps et il s'est fait marron de nouveau. Cela montre que la première phase constitue une phase de révolte individuelle. Donc il y a une prise de conscience auprès de certains esclaves qui ne voulaient plus continuer à vivre sous la domination, d'accord, esclavagiste. Malinga parle d'une deuxième étape, d'une deuxième phase, c'est l'affaire de Macandal. Avec Macandal, Malinga nous dit que la structure saint-domingoise commence à se fissurer. Pourquoi? C'est parce que il va y avoir ce qu'on appelle un ensemble d'esclaves qui vont se réfugier dans les mondes. Pourquoi? C'est parce qu'ils s'enfuient, ils ne voulaient plus continuer à vivre sous la domination de l'oppression coloniale esclavagiste. Donc là, vous remarquez que la deuxième phase que Malinga qualifie de fissure, et il s'agit d'une phase où les esclaves commencent à s'organiser, n'est-ce pas, pour pouvoir déclencher le processus révolutionnaire. La troisième phase, c'est la cérémonie du bataillement. Là, les François Malinga nous dit que, avec la cérémonie du bataillement, donc, la colonie de Saint-Domingue va connaître un mouvement d'ébullition. Le système colonial esclavagiste va tomber en décomposition. Pourquoi? C'est parce que les conditions subjectives de la révolution vont être réunies. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une prise de conscience généralisée et on est arrivé à un point de non-retour. Et à chaque fois qu'on parle de la cérémonie du bataillement, vous remarquez qu'il y a une prise de conscience généralisée auprès des esclaves. Et c'est ce qui est dit. Dans 2 semaines, la cérémonie du bataillement allait avoir une conséquence néfaste sur la colonie. Pourquoi? C'est parce qu'il va y avoir les grands mouvements insurrectionnels
22 août, eh bien, ce sera la dévastation systématique des grandes plantations dans le nord. Et ceci étant dit, plus tard, en 1793, on va penser à l'affranchissement général des esclaves. Ce sera, je dirais, la naissance d'une nouvelle classe d'hommes, couramment appelée, eh bien, la classe des nouveaux libres. Mais par contre, Maniga nous dit que, eh bien, il faut qu'on arrive à mettre l'accent sur la quatrième phase. La quatrième phase est considérée comme étant, eh bien, une étape de maturité. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'arrivée de Toussaint Louverture. C'est l'idéalisme louverturien. Il va y avoir un homme qui va assurer, d'accord, le leadership révolutionnaire. Et ceci étant dit, vous comprenez que le passage de Toussaint Louverture dans le processus révolutionnaire en Haïti, dans la République Saint-Domingue, est considéré comme étant un passage spectaculaire. Parce que Toussaint, c'est un visionnaire, c'est une figure emblématique, c'est un stratège. Donc, c'est un homme-nation. C'est un homme qui symbolise tout un plan postérieur d'une nation. Et vous comprenez, avec l'arrivée de cette ouverture, eh bien, il faudra qu'on attende à ce qu'on appelle à la création de la Constitution de 1801. Et ceci étant dit, Toussaint Louverture, en tant que visionnaire, vont, eh bien, vont en fait mener cette révolution jusqu'à ce qu'on pense à la liberté générale des esclaves. Et en 1801, Toussaint Louverture va proposer, il va concevoir un contrat social en vue de doter à la colonie Saint-Domingue ses propres lois pour pouvoir l'organiser selon un cadre normatif. Donc, vous remarquez que la Constitution de 1801, c'est la première constitution haïtienne qui est née dans un contexte post-révolutionnaire. Donc, ce n'est pas post-révolutionnaire, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la création de l'État-nation. Mais ceci étant dit, il va y avoir ce qu'on appelle, eh bien, les contradictions vont être favorables à Toussaint Louverture, et Toussaint va prendre des décisions drastiques pour pouvoir doter à la colonie d'un contrat social en vue de briser le pacte colonial. Et je me suis dit, avec la création de la Constitution de 1801, il s'agit, et c'est ce qu'on appelle, eh bien, la rupture du pacte colonial. C'est la fin du système de l'exclusif. C'est parce que la colonie va avoir ses propres lois. Mais ceci étant dit, ce n'était pas encore un État-nation indépendant. Ce n'était pas encore un État souverain au point de vue moderne. Mais par contre, cette colonie réclame ce qu'on appelle une visée autonomiste par rapport, eh bien, à son organisation au point de vue normal. Mais par contre, vous remarquez, dans l'esprit de cette constitution, la colonie de Saint-Domingue reste et demeure sous l'Empire français. C'est comme si c'était une province de la France. Et ceci étant dit, cette colonie aura entrepris des rapports étroits avec la France en ce qui a trait, eh bien, à une conception impériale, mais ceci étant dit, cette colonie contient ses propres lois en termes d'organisation de la structure politique, économique et sociale. Eh bien, la France comprend bien cette stratégie qui a été développée par Toussaint Louverture, et avec l'expédition Leclerc, ce projet, eh bien, va connaître un échec puissant. Pourquoi? C'est parce que cette constitution ne sera pas appliquée. Avec l'expédition Leclerc,
on va captiver toutes ces ouvertures et nous là au fort du jour. Et avant la mort de Toussaint Louverture, alors vous savez qu'il eut déclaré et en me renversant, et en me renversant, alors il est considéré comme le tronc des arbres, mais les racines sont considérées comme étant les successeurs qui vont mener jusqu'à la victoire finale en 1804. C'est-à-dire qu'il fait un appel à des salines, après la mort, Yayo, etc. Donc, et ce sont les racines de la révolution. Et par contre, Manika, pour la dernière phase de la révolution haïtienne après la mort de Toussaint, il faut qu'on mette l'accent sur les guerres de libération nationale. Et les guerres de libération nationale, dans 2 ans, il va y avoir ce qu'on appelle un ensemble d'affrontements entre l'armée indigène et celle de Napoléon, n'est-ce pas? Et par contre, même si l'armée indigène a connu certaines défaites dans le cadre de ces affrontements, mais la plus grande bataille qui a une haute portée historique, c'est la bataille des Vertières. Je ne dis pas que les autres batailles n'ont pas une grande valeur historique, mais la bataille des Vertières est considérée comme étant la bataille finale où l'armée indigène sera vainqueur et l'armée de Napoléon donc, sera vaincue. Donc ce sera la capitulation de l'armée de Napoléon du novembre 1803. Alors vous savez qu'il y avait ce qu'on appelle certaines alliances circonstancielles avant cette victoire, le congrès de la Cayenne, parce qu'il y a après la fusion entre la classe des anciens libres et des nouveaux libres. Mais par contre, ce sera la victoire finale qui va accoucher l'État-nation le 1er janvier 1804. Et c'est pourquoi on va doter à cet État-nation, c'est ce qu'on appelle une limite territoriale, en se référant à son acte d'indépendance, qui est considéré comme étant l'acte de naissance de l'État-nation en Haïti. Alors, qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre? Vous remarquez comment l'État-nation s'est soldé dans le cas des rapports de contradiction des forces historiques. Donc, ce n'est pas au hasard que l'État-nation va naître en Haïti. Je vous ai dit que la révolution haïtienne, c'est une révolution totale, globale, une révolution qui a sa propre originalité. Pourquoi? C'est parce que une révolution qui se fonde sur une triple caractéristique, à savoir une révolution anticolonialiste, anti-esclavagiste, elle s'oppose d'emblée à l'esclavage, elle s'oppose d'emblée au pacte colonial, une révolution antiraciste dans la mesure où cette révolution a fait voler en éclat la thèse de la supériorité raciale. Et je dois vous dire sincèrement, c'est une révolution, je dirais, qui trouve son fondement dans le cadre des contradictions sociales à ce domaine. Et je vous ai dit qu'il y a toute une contradiction entre 2 grandes thèses. Il y a une thèse qui dit que la révolution haïtienne est fille de la révolution française. Alors moi, je considère cette thèse comme une thèse coloniale, dans la mesure où on arrive à montrer que n'était-ce pas la révolution française, on ne saurait penser à l'éclatement de la révolution haïtienne. C'est la révolution française qui a accouché la révolution haïtienne. Mais par contre, la thèse contradictoire montre que la révolution haïtienne n'est pas fille de la révolution française. Elle est plutôt une révolution qui trouve son fondement dans les fruits des contradictions des classes. Pourquoi? C'est parce que il va y avoir l'éclatement de cette révolution en ce qui a trait à un groupe d'hommes qui prend conscience qu'ils ne voulaient plus continuer à vivre sous la domination de l'oppression coloniale. Donc, pour comprendre les fondements de cette révolution, il faut questionner les rapports des forces historiques, des forces sociopolitiques qui bouleversent l'ordre colonial esclavagiste. Mais en termes de synthèse, nous pouvons dire que la Révolution française a certaines influences sur la Révolution haïtienne. Pourquoi? C'est parce que, étant donné qu'en France,
il y a le bouleversement de la royauté en ce qui a trait à la remise en question de l'autorité royale. Donc la Révolution française va instaurer la monarchie constitutionnelle. Donc étant donné qu'il y a le bouleversement des contradictions des classes à ce domaine, ceci étant dit, ça va avoir un impact sur la structure socio-économique de la colonie. Mais ça ne veut pas dire que cette révolution a été exportée en France. C'est la France, c'est la Révolution française qui a généré la Révolution haïtienne. Je vous ai dit la semaine dernière que la Révolution haïtienne, c'est une révolution annonciatrice de la révolution latino-américaine. Pourquoi? C'est parce que la révolution haïtienne annonce la révolution latino-américaine. Il a donné que c'est le premier État noir indépendant sur le continent américain, deuxième État indépendant sur le continent américain. Il faudra attendre l'année 1810 pour qu'on arrive à penser à ce qu'on appelle à la balkanisation du continent américain. C'est-à-dire il y a le processus de balkanisation, le processus de la fragmentation du continent américain en des morceaux d'État. Plus tard, ce sera l'indépendance du Brésil, de l'Argentine, la Grande Bolivie va connaître sa libération, si vous comprenez. Donc il va y avoir toute une pléiade d'États souverains qui vont naître sur le continent américain. Tout m'a dit, la révolution haïtienne, c'est le processus, c'est en fait un instrument qui annonce le processus de la fragmentation du continent américain des morceaux d'État. Et vous allez voir que durant cette époque, comment eh bien, certains dirigeants de l'armée indigène eh bien, donnèrent des lettres à Simon Bolivar. Et je me suis dit la révolution haïtienne était considérée comme étant un soft power, c'est-à-dire une révolution qui alimente d'autres mouvements de contestation, surtout en Amérique latine. C'est pourquoi vous allez voir que l'État-nation a été isolé par les grandes puissances. Parce que la révolution haïtienne représente un danger pour l'ordre colonial esclavagiste mondial. C'est une infraction à l'ordre mondial. Donc cette révolution, je dirais, c'est une anomalie pour les systèmes métropolitains. D'où la raison pour laquelle on arrive à isoler l'État-nation, on arrive à isoler l'État haïtien en ce qui a trait à son exclusion, parce que cette révolution, cette indépendance représente une menace pour les grandes puissances. Alors, nous sommes arrivés à la création de l'État-nation. Je vous ai dit que la semaine dernière qu'en 1804, donc il n'existait pas un problème d'État. L'État moderne, ça existe. Nous avons un État qui est délimité avec des frontières. L'État souverain, ça existe. Un État qui est limité à l'aide des frontières sur le plan terrestre, maritime, aérien. Mais ceci étant dit, il existe une nation. Mais le problème qui se pose, il y a un problème de forme d'État. Et l'acte de l'indépendance n'a pas prévu la forme d'État qu'il faut adopter. C'est une fois que l'État-nation prend naissance, il faut choisir un régime politique. Il faut choisir une forme d'organisation de l'État. Et c'est ce qui fait problème. Pourquoi? C'est parce que dans tout nouvel État, il faut qu'il y ait un contrat social qui va naître pour procéder à son organisation politique, économique et sociale. Mais l'acte de l'indépendance n'a pas prévu une forme d'organisation de l'État. C'est dans cette perspective, après environ 14 mois, le 20 mai 1805, que Haïti va connaître sa deuxième constitution, que l'État-nation en Haïti va connaître son premier contrat social. Et ceci étant dit, ce sera la constitution du 20 mai 1805 qui va consacrer Dessalines empereur où ce génie militaire aura un pouvoir. Donc,
dans la Constitution de 1805, vous voyez que c'est une constitution qui réclame un empire. Et lorsque je parle d'un empire, c'est un pouvoir autoritaire. Et le premier modèle, la première forme d'organisation de l'État qu'on adopte en Haïti, c'est la forme impériale. C'est la forme dictatoriale. C'est le pouvoir qui est concentré entre les mains d'une seule personne. D'où la raison pour laquelle nous disons que de 1805 à 1816, je vous ai parlé, il faut qu'on mette l'accent sur la première période constitutionnelle haïtienne. Donc, il y a une première période qui apparaît. Et cette période, on l'appelle période de tâtonnement ou d'expérimentation des régimes politiques. Pourquoi parle-t-on d'une période de tâtonnement ou d'expérimentation des régimes politiques? C'est parce que durant 11 ans, que le pays a expérimenté 5 constitutions et 4 régimes politiques. La première constitution, c'est celle de 1805, où Dessalines devient empereur. Il a le pouvoir à vie. Donc, en vertu de son génie militaire, eh bien, les autres généraux acceptent que Dessalines ait le pouvoir de ce fait. Eh bien, en 1806, il va y avoir l'élaboration d'une nouvelle constitution. Comment peut-on expliquer l'avènement d'une telle constitution? C'est parce que Dessalines est mort, il existe un vide institutionnel, un vide politique. C'est la vacance présidentielle. Pourquoi? C'est parce que l'empereur n'a pas eu le temps de désigner son successeur. Mais il avait le droit de désigner un successeur, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Et ceci étant dit, dans le qu'il y a une vacance présidentielle, eh bien, c'est Christophe qui sera le président provisoire. Donc, il bénéficie, eh bien, ce privilège en vertu, d'accord, de la hiérarchie militaire. D'accord? Pourquoi? C'est parce que le militaire qui était le plus haut gradé, eh bien, en vertu de cette tradition, Christophe devient président provisoire et Pétion, stratège qu'il est, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi? C'est parce qu'il était en France. Il connaît bien, eh bien les grands courants du libéralisme, d'accord, européen. C'est parce que la Révolution française a jeté les bases du constitutionnalisme moderne. D'où la raison pour laquelle Pétion va élaborer une nouvelle constitution, la constitution de 1806. Et c'est une constitution qui a été élaborée par Pétion en vue de mettre fin, d'accord, à l'empire instauré par Dessalines. C'est pourquoi vous allez voir que la constitution de 1806 réclame un régime d'assemblée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, eh bien, une concentration de pouvoir entre les mains d'une seule personne. Donc l'esprit de cette constitution est purement démocratique. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la séparation des trois pouvoirs. Il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Mais par contre, Pétion, eh bien, dans cette constitution, accorde le même pouvoir au Sénat. Et ceci étant dit, c'est le Sénat qui a les prérogatives de nommer, mais d'élire le président de la République. Et si vous voyez, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle un ensemble de contradictions opposant Christophe et Pétion. Et vous savez que la Constitution de 1806 est un instrument élaboré par Pétion
pour miser Christophe, c'est-à-dire pour déclarer Christophe. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y avait des fonds électoraux pour pouvoir augmenter les paroisses de l'Ouest afin que Pétion puisse avoir le contrôle du Sénat. C'est le Sénat qui va nommer le président de la République. Et de plus, même si Christophe sera élu président, donc sous la bénédiction du Sénat, mais le Sénat a un pouvoir plénipotentiaire. Le Sénat a plein pouvoir. Et Christophe comprend cette stratégie, qu'est-ce qu'il fait. Et bien, étant donné qu'il y avait une crise en 1806 qui a trait à la grande bataille de Sibère, opposant Pétion et Christophe, c'est-à-dire il y a des factions, d'accord, oligarchiques qui s'affrontaient pour le pouvoir dans le pays. Donc, l'État qui est en 1804, 2 ans après, eh bien, cette nation va connaître une division. Cette nation va connaître un schisme. C'est parce qu'il y a une bataille pour le pouvoir. Eh bien, Christophe se replie vers le nord. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va élaborer une constitution pour pouvoir installer son propre modèle de gouvernement dans le nord. C'est en 1807. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est la 3e constitution. Or, la constitution de 1807 est une constitution dictatoriale. Christophe réclame un pouvoir à vie. Donc, il s'installe dans le nord en ce qui a un pouvoir dictatorial. Si vous comprenez. Et Pétion lui-même, eh bien, il est élu président pour une durée de 4 ans sous l'empire de la constitution de 1806. Il s'est fait réélire en 1811. Et en 1815, après 4 ans, il s'est fait encore réélire. Et plus tard, en 1816, qu'est-ce qu'il va faire? Il va légaliser la dictature présidentielle. Pourquoi? C'est parce qu'il élabore une nouvelle constitution. Or, c'est lui qui prône le régime d'assemblée pour contrer l'empire des alignés. Comment se fait-il qu'en 1816, eh bien, il se bascule vers le pouvoir autoritaire, c'est-à-dire il réclame le présidentialisme à vie dans la constitution de 1816. Mais par contre, cette constitution, c'est une constitution qui se ressemble à celle de 1806, mais par contre, il y a certaines innovations. Pétion va instaurer ce qu'on appelle eh bien, le bicamérisme, le bicaméralisme. C'est pour la première fois que dans l'histoire constitutionnelle haïtienne, que le pays va connaître ce qu'on appelle le Parlement à 2 chambres. C'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat. Et ceci étant dit, le Sénat se trouva sous l'empire du pouvoir exécutif. Et si vous voyez, pourquoi? C'est parce que lorsqu'on pense à ce qu'on appelle à la révision, en ce qui a à l'amendement de la Constitution de 1816, le Sénat joue un rôle important. Donc c'est le Sénat qui peut déclencher l'initiative de l'amendement constitutionnel. Or, le Sénat se trouve en prison, mais pour la raison pour laquelle nous constatons que pendant cette période de 11 ans, qu'est-ce qui se passe? Que le pays a expérimenté environ 5 grandes constitutions et 4 régimes politiques. C'est pourquoi on appelle cette période la période d'étardonnement ou d'expérimentation des régimes politiques. C'est parce que durant cette période de 11 ans, on n'arrive pas à penser à ce qu'on appelle à la stabilité constitutionnelle. Donc, durant cette période de 11 ans, il existe de l'instabilité constitutionnelle. Donc, comment se fait-il que le pays prend son indépendance en 1904 et pendant 11 ans, les hommes politiques arrivent à expérimenter environ 5 constitutions. Ça montre qu'il y a un conflit pour le pouvoir. Et c'est pourquoi Claude Moïse
eh bien, il parle il s'agit de choc de l'empire, c'est-à-dire un choc impérial, c'est l'affrontement entre les oligarchies pour le pouvoir. C'est l'affrontement entre la classe des anciens libres et la classe des nouveaux libres pour le pouvoir. C'est pourquoi on va assister à cette période d'instabilité constitutionnelle, couramment appelée période de tâtonnement ou d'expérimentation des régimes politiques. Mais remarquez que de 1816 à 1843, que le pays ne connaîtra jamais de changement constitutionnel. Donc là, de 1816 à 1843, pendant 27 ans, que le pays n'a jamais connu un changement constitutionnel. Donc nous assistons à une période de stabilité constitutionnelle avec l'instauration de la Constitution de 1816. Pourquoi? C'est parce que cette Constitution allait être perdurée pendant 27 ans après la mort de Pétion Séboyer qui va assurer la succession, d'accord, d'un tel empire constitutionnel. Et après la mort de Christophe, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Boyer va fusionner les deux républiques et plus tard, il va diriger l'île entière et ceci étant dit, c'est en vertu de pouvoir dictatorial hérité dans la Constitution de 1816.